Bien, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des noms bien connus qui sont là. Je peux voir les visages ou c'est pas Si, possible? qui sont cachés. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ben voilà, tu es à un bon endroit. Je vois que tu perds pas le temps, hein, c'est bien ça. Ben nous, il fait une belle journée encore, pas aussi beau que là où tu es. Voilà, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de praticiens et qui fait le buzz sur la toile depuis quelques années. On a pensé que c'était une rigolade, mais le Holland Fort, il faut savoir que ça marche. La problématique, c'est savoir sur le long terme. Et donc, on va essayer de faire un petit peu le tour de la question et vous verrez que les choses ont évolué ces derniers temps de manière incroyable, avec un retour aussi vers d'anciennes technologies comme les sous-périostés qui reviennent, les implants angulés et les implants inclinés. C'est un petit peu différent. On va parler de tout ça. Quand on regarde le modèle biologique humain, non seulement on s'aperçoit que l'Homo sapiens a été doté d'une puissante mâchoire avec au niveau des molaires trois racines, mais non seulement le nombre de dents est présent, mais en plus il y a un système airbag ABS avec la proprioception, l'encaissement des contraintes à l'aide de ligaments, qui encaissent bien sûr, mais plus il y a des fluides aussi, c'est-à-dire un système hydraulique. Donc, nous qui, dans notre modestie incroyable, on croit pouvoir remplacer tout ça avec une espèce de clou, et en fait, ça marche, hein, bien que c'est comme toutes les prothèses, mais les prothèses dentaires, enfin les racines artificielles, il faut voir que le système est encore beaucoup plus compliqué, et on va voir ce que ça donne sur le long terme. Donc, vous savez que j'étais expert pendant quelques années, de 2016 à 2018. Donc, après, il y a eu le Covid. Il y a eu 7 experts mondiaux qui ont été nommés, dont j'ai fait partie sur les périimplantiques. Et on va parler aussi de ce problème en même temps, quand on fait du Holland fort ou du Holland mort, pour voir comment on peut se protéger. Je vous rappelle, pour ceux qui sont là depuis des années dans ce métier, mais aussi pour les jeunes, que le serment d'Hippocrate, c'est quelque chose. On a une médecine, en fait, qui n'est pas une médecine d'urgence. Et donc, on a le temps de réfléchir et éventuellement de ne pas faire la chirurgie si on estime que ce n'est pas le bon moment, puisqu'il y a des implications à la fois financières et psychologiques qui sont énormes et éviter justement de nuire. On va repartir dans les basiques, hein. Les racines artificielles, elles peuvent être installées dans deux différentes catégories osseuses. Dans l'os alvéolaire, c'est-à-dire extraction-implantation, cet après-midi, j'ai eu le cas d'une consoeur qui est venue, hein, une dent sur pivot en position 15 qui avait cassé, donc j'ai extrait la dent, j'ai mis l'implant directo. C'était possible parce que c'est arrivé en tout début de semaine, c'est arrivé pas plus tard qu'hier, donc j'avais le temps de faire ce geste. J'ai fait extraction-implantation. Et puis, une fois que l'os alvéolaire qui vit, qui naît, vit et meurt avec la dent et disparaît, eh bien, on se retrouve sur l'os basal. Dans les techniques aussi d'installation de racines artificielles, voilà ici l'os alvéolaire, vous voyez l'os basal, hein, c'est un monde complètement différent. Et c'est un monde aussi différent, pas simplement au niveau de la perte des dents, mais aussi la perte de la proprioception, la perte de l'effet hydraulique, également de l'esthétique et aussi du manteau muqueux. Hein, la belle gencive attachée qui était plaquée contre l'os alvéolaire va disparaître. On va avoir une gencive libre, difficile à gérer. Des fois, il faut faire des greffes préalables pour arriver à récupérer ce qui a été perdu. Hein. Il faut savoir que le système est très compliqué. Il est relié par l'intermédiaire du trijumeau directement au système nerveux central. Donc, c'est vraiment quelque chose d'une sophistication incroyable. Pour revenir aux fondamentaux, voilà un patient que nous avons opéré il y a, je crois que ça fait 20 ans maintenant, un bruxomane. Alors, on peut se poser la question, combien d'implants on va mettre? Est-ce qu'on va mettre simplement un seul implant et faire une extension? Est-ce qu'ici, on met deux implants? Est-ce qu'on va tout extraire, par exemple? Est-ce qu'on va extraire ici? Il faut savoir que c'est un métier compliqué et que, avant tout, c'est le patient qui décide. Donc, ce patient que vous voyez ici, il a été pris en charge par son dentiste, qui est le docteur Lavitola, qui est toujours mon collaborateur. Vous voyez ici, il y a du travail avant de se lancer
dans Holland Force, il fallait tout enlever à la mandibule. Et vous voyez que là, on a des plans d'occlusion complètement détruits. Il faut recréer l'environnement, et l'environnement euh, qui soit favorable pour que mécaniquement ça tienne et qu'on rétablisse la fonction. Donc ça nous a pris pratiquement 2 ans de travail pour réhabiliter ce patient. On n'a pas fait de la mise en charge immédiate. On a enfoui les implants. Il y en a eu 6 qui ont été placés. Exactement. C'est pour vous donner une idée de quand on reconstruit, il faut construire comme les Romains. Hein, donc voilà le résultat final. Vous voyez que des dents qu'on pensait extraire, eh bien, on les a conservées. Et on est maintenant de 2005 à 2025, ça fait 20 ans. Vous voyez, les plans d'occlusion ont été reconstruits. Le docteur Lavitola a refait l'endo. Donc, on est vraiment dans le cœur du métier du dentiste. Et on s'aperçoit aujourd'hui que pour un arrangement, je dirais, technologique, on fait le ménage de tout. Et c'est pas sûr qu'on prenne la bonne décision. Quelquefois, c'est vrai, mais ça doit être vraiment pesé avant de se lancer dans ce genre de choses. Voilà une patiente de 61 ans. Ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, les nomades de l'implantologie, c'est-à-dire des gens qui, elle a vécu à Bogota, après son mari est anglais, ils ont aussi des succursales à Singapour, actuellement elle est à Dubaï. Donc c'est des gens un peu difficiles à appréhender. Les conditions initiales, elles ne sont pas terribles. Elle a perdu toutes ses dents, hein, les jeunes. Elle a perdu aussi tous ses implants en haut, après 3 ans de mise en fonction. Et on a 90% de perte osseuse au maxillaire. Le traitement qu'on a décidé, c'est de faire d'abord une activation ostéogénique avec les ostéotenseurs. Ça, vous savez que c'est notre philosophie. Je rentre de la faculté de Clermont-Ferrand où on a passé toute la semaine avec le professeur euh, Deschaumes, hein, Christophe Deschaumes, justement, et nos élèves. Ils ont passé l'examen 2e année, justement, pour leur expliquer comment on prépare le terrain avant de faire n'importe quoi. Donc, voilà la situation de cette jeune femme de 61 ans, mais dont les gens sont jeunes à 60 ans. La situation en haut, il y avait 5 implants, c'est pas un Holland 4, mais c'est un Holland 5. Et à la mandibule, 4 implants. Voilà, 4 implants à la mandibule, avec des extensions assez importantes, hein, puisque c'est pratiquement 3 dents. Hein. On voit d'un côté, on a 44, 45 et 46, 34, 35 et 36, ça fait beaucoup. Hein. Et voilà, ça c'est quand ça a été fait à Bogota, en Colombie. Donc, il y a une barre usinée en titane. Je ne sais pas s'il y a eu des scan body et comment ça a été fabriqué, mais en fait, sur le plan technique, la prothèse, elle est correcte. Hein, voilà, tout ça. La patiente était ravie. Et puis, voilà ce qui s'est passé. Là, on a perte pratiquement de tout le massif osseux. Vous voyez, tout ça sont des implants rugueux. Hein, et mise en charge immédiate, en haut avec 5 quand même. On a réussi à en placer 5. Bon, 4, ça aurait été à peu près pareil. Alors, on peut discuter de tout. Hein. Euh, Si vous voulez, sur le plan de l'analyse, j'ai rien contre le Holland Fort et je pense qu'il y a des indications vraies du Holland Fort. Là où on a un problème, c'est la systématisation d'un geste. Et on s'aperçoit que vous allez voir que souvent du Holland Fort, ça devient du Holland 0 et du Holland 1. Hein, on va voir pas mal. Voilà la mandibule. Alors finalement, on s'est occupé, on l'a opéré sous anesthésie générale en basale hein, avec le professeur Audin, nous l'avons opéré ensemble. Le bas, ça tient encore, hein, ça tient juste par ces petits points qui sont encore ostéo-intégrés, et on doit la revoir en septembre parce qu'elle voyage beaucoup pour faire le bas. Donc nous, ça nous a arrangé de garder le bas parce qu'au moins elle force pas trop, elle en a peur, on lui a fait voir les radios, elle sait très bien que ça va tomber. Donc on a une tranquillité par rapport à l'implantologie du haut qui est compliquée. Voilà la situation. Le collègue a essayé de la récupérer. Je crois qu'elle est allée à Singapour. On lui a mis 2 attachements sphériques. On n'a pas mis des locators, mais c'est pareil, pour garder encore les 2 qui tenaient. En bas, ça tient toujours. Et on s'est occupé essentiellement du haut, activation ostéogénique. Voilà, elle est venue, nous avons fait sous local et 45 jours plus tard, on a fait l'implantation totale. Voilà le dentier qui a été rebasé plusieurs fois. Hein, le bas, ça tient encore avec l'armature titane caractéristique et le haut, vous voyez que c'est quelque chose d'assez complexe. Hein. Donc, on a opéré avec le professeur Audin. Nous avons mis 4 plaques et 3 axiaux, 2 implants tubéro-ptérygoïdiens après activation, c'est-à-dire on a senti que l'activation avait fonctionné. Et très important, on fait un fixateur externe
de très forte rigidité, hein, comme en chirurgie orthopédique, avec une barre transpalatine qu'on retirera au bout d'un an ou deux. Pour l'instant, il faut attendre que l'ostéo-intégration soit confirmée. Voilà, ça c'est juste après la chirurgie, 48 heures après. Les suites opératoires ont été sans histoire. C'est quelqu'un qui en fait a une bonne santé, hein, elle guérit bien. Donc voilà le dispositif. Pour l'instant, elle est actuellement à Dubaï, donc on a des nouvelles, on a téléphoné, tout se passe bien. Et on la reverra à la rentrée. Naturellement, on lui a dit d'acheter un mixeur. Hein, il n'est pas question de manger des choses. Elle fait très très attention. D'abord, elle a perdu tous ses implants. Elle est extrêmement attentive. Ça, c'est un quadzygoma qui a mal tourné, qui avait été très bien fait, mais qui a été loupé sur le plan prothétique. On a affaire en bas, moi j'avais opéré le bas il y a très longtemps, et on a un bas, c'est trop dense pour la qualité osseuse maxillaire. Ces implants zygomatiques, ils fléchissent un petit peu, et donc moi j'ai repris le cas comme ça, vous voyez, et j'ai remis ici un cinquième de chaque côté. J'ai remis dans les tubérosités ici et au niveau des ptérygoïdes deux implants. Donc voilà le dispositif qu'on a remis en place. Voilà, ici, c'est le dispositif terminal et vous verrez que l'histoire n'est pas finie puisqu'on a eu encore des problèmes sur cette patiente qui a été à nouveau reprise et finalement, elle a tout cassé. Ça s'appelle des bruxomanes paroxystiques. Elle a même arraché les tubéroptérygoïdiens et également les zygomatiques. Bon, pour l'instant, tout va bien. Hein. On aurait dû au départ, à mon avis, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'il fallait mettre au départ les deux ptérygots et on n'aurait pas eu ces soucis. Voilà, donc ça c'est la situation quand nous avons récupéré et il y a eu d'autres soucis sur cette patiente dont je vous ferai part plus tard. Ce qui est important, c'est surtout de retenir qu'au départ, il faut équiper de manière très puissante. Les rattrapages ne sont souvent pas suffisants. Ça, c'est pour vous montrer un patient que j'ai opéré il y a également 51 ans. J'ai marqué 50, mais 1974-2025. C'est un Ajaxien, un gars du BTP, 1,90 m, un costaud. Hein, et voilà la situation quand il est revenu. Ça, c'est des patients idéaux, je ne les vois jamais. Et puis de temps en temps, ils viennent pour le bas, par exemple. C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je l'ai revu. J'ai fait le haut aussi. On avait commencé par le bas. Le haut a été fait, c'est un orocéramique classique, chose qu'on ne peut plus faire maintenant compte tenu des coûts, et puis les technologies ont évolué. Il est venu pour le bas, donc j'ai fait le bas. Là, vous avez les dates. En haut, on avait mis des implants axiaux. Ils font 25 mm de long. On ne les a plus maintenant dans le commerce, mais je dois dire qu'ils sont absolument phénoménaux. Ils ne bougent pas. On n'a pas un micron de périimplantite, on est en surface lisse. Voilà. C'est des gens qui sont difficiles à contrôler parce que, bon, vous connaissez un petit peu la charcuterie corse, hein, c'est quelque chose de très, très dense. Donc, lui, une fois qu'il a payé, il rentre chez lui, il veut manger ce qu'il veut. Même si vous leur avez dit d'acheter un mixeur, ils rigolent. Alors, je vous fais voir un petit peu ma vie d'implantologiste. Hein. J'ai commencé avec les lames de Licon en 74. J'ai fait aussi des carbones vitrifiés. J'en ai fait deux. J'ai oublié de mettre là. Après, j'ai utilisé le T3D de Jean-Marc Juillet, qui est l'ancêtre de l'implantation latérale. Et puis des fixtures de Brandmark que j'ai utilisées aussi. Et enfin, j'ai utilisé donc des disques implants, toujours à surface lisse. Voilà ici des nouveautés, donc patiente qui vient, alors on peut se dire on va faire deux comblements sinusiens, les patients n'en veulent pas, et souvent je recueille des patients qui me disent ah vous ne faites pas de greffe, je viens vers vous. Moi je leur dis attention, je fais des greffes, mais je place d'abord l'implant dans l'os vivant, natif, et après je comble. C'est-à-dire que la ROG, je la fais au moment de la chirurgie, mais je ne fais pas comblement, je ne fais pas. Dans certains cas, je le fais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein, c'est-à-dire je fais des greffes aussi. Mais des greffes préalables, j'en fais très peu. J'ai diminué mon quota de greffes préalables au profit d'une ROG péropératoire. Donc, je ne mets pas de membrane titane, je me suis amusé avec les membranes titane. Je me sers des implants latéraux, ils débordent, ça repousse le périoste. Je fais une incision pour gagner du tissu, je comble, je mets une membrane, des PRF de notre ami Joe, et voilà comment je fais. Là, il y a une innovation, c'est un nouvel implant que j'ai mis au point il y a 4 ans, mais dans 5 ans, c'est un implant oblique. Alors ça, c'est un implant oblique, c'est-à-dire la différence entre l'implant incliné et l'implant oblique, c'est la suivante. C'est que l'implant incliné, il garde l'inclinaison et vous êtes obligé de mettre un multi-unité angulé pour récupérer l'axe vertical. Ici, l'implant, il est à 51 degrés. Quand vous le mettez,
l'axe vertical est immédiat. Il n'y a pas besoin de redresser, de récupérer l'axe vertical. Donc voilà ici en place. Hein. Après, quand on va mettre, ici, on va être vertical. Là. En bas, j'ai fait extraction et dans les trous, ici, j'ai comblé. Ça, j'ai fait de l'aérologie immédiate. Mais je me suis mis dans l'os natif. Là, j'ai mis un double disque parce que c'est très haut et très fin. Un axial ne passait pas. Chaque fois que ça peut passer en axial, je mets de l'axial. Mais vous voyez que j'ai équipé de manière puissante. J'aurais pu techniquement faire un roll-on fort au maxillaire et à la mandibule. Mais c'est une personne qui a des problèmes à l'ATM, je me méfie toujours de ça, et il faut un calage postérieur. Donc le calage postérieur, il est majeur. Hein, vous voyez que sur le plan esthétique, c'est tout à fait acceptable. Et j'ai mis bien sûr une barre transpalatine que j'enlève au bout de 2 ans, puisque je suis en mise en charge immédiate. Vous vous rappelez de la panneau, on n'avait pas grand-chose au départ. Donc il faut équiper de manière puissante. Les corrections d'échecs. Alors moi, en 2009, j'ai fait ma croisade, disons, de la zircone. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de zircone, de zirconzane. Et puis un jour, mon labo, croyant bien faire, m'a dit, oh là là, maintenant il y a de la zircone française, on va utiliser la zircone française. Et j'ai eu des casses à droite et à gauche. Et quand ça a commencé à casser, j'ai appelé le labo, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là, Laurent? Je ne comprends pas, ça casse. On n'a pas eu de casse jusqu'à présent. Eh bien, c'est un changement de fournisseur. Hein, ce n'est pas la même zircone. Ceci étant, j'ai eu aussi de la casse avec le zirconza. Donc, c'est une réflexion parce que ça coûte cher, c'est du boulot, et vous verrez que des fois, ça casse alors qu'on ne sait pas pourquoi, et aussi on peut perdre des implants dessous. Donc voilà, donc est arrivé une nouvelle génération d'implants qui sont en fait des PMMA fibrés. On doit cette invention à un de mes anciens élèves qui a fait Flores dans le monde de l'implantologie, puisque c'est lui qui a créé Intraloc. Hein. Il a créé ça aux États-Unis et il a revendu très bien sa boîte. Il s'appelle Thierry Journeau, c'est un type extraordinaire. J'appelle ça des génies natifs. Quoi. Il a inventé ce Zantex et vous verrez pourquoi c'est formidable. En fait, ce sont des matériaux qui sont issus de l'aérospatial et qui maintenant envahissent notre monde pour de plus en plus enlever le métal. Alors, la mandibule a été très bien réalisée par Renaud Petitbois, qui avait fait ses plaques. Alors, vous voyez que là aussi, vous voyez la mâchoire, elle est puissante. Hein, c'est quelqu'un qui a du tonus, qui est capable de tout casser. Vous allez voir qu'elle va nous faire du dégât, cette patiente. Donc, j'enlève, au bout de 2 ans, je me dis, bon, c'est bien, je teste les implants. J'ai fait le maxillaire, hein, c'est en reprise le maxillaire. Et le 13 avril 2021, je mets ce zirconzane. Vous voyez l'épaisseur que ça a, c'est énorme, hein, tout est parfait. Et puis, je reçois un petit coup de fil après les vacances, hein, au mois d'octobre 2021 aussi. Et la patiente me dit, oh, mon dentiste m'a dit de venir vous voir parce qu'il faisait faire un détartrage et il lui semble que c'est dévissé au maxillaire. J'ai dit, bon, ben, écoutez, venez. Et voilà, et ce n'était pas du tout dévissé. Là, vous ne voyez pas bien, on ne voit pas bien avec la zircone. Ici, il y a un trait de fracture. Donc, non seulement, alors je dis, bon, c'est OK, c'est pas grave, je démonte. Et quand je démonte, voilà, ça a l'air parfait quand on le laisse, mais voilà, c'est cassé. Là. On s'est cassé à l'endroit de la tibase, OK, c'est pas. Alors, quand vous voyez propriété mécanique supérieure aux autres métaux, il s'agit du Zantex. On va regarder pourquoi aux autres matériaux. Pourquoi ça va nous sauver. Donc, en plus, qu'est-ce que je constate? Eh bien, elle m'a cassé ici, en fait, au niveau de la 23, elle m'a cassé l'implant plaque, carrément. Vous voyez, ici, ça y est, et là, elle a cassé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un implant oblique carrément dans le palais, en transpalatal. Alors, j'ai réussi à faire un trajet. Alors, ça, c'est toute une. Alors, on a fait d'abord un trajet avec l'ostéotenseur, on a cherché, On va la on a revoir. trouvé de l'eau, j'ai Il réussi. présente toujours des cas un peu. Il présente toujours des cas kamikazes, celui-là. Ouais. Alors, voilà l'implant ici. Ça, c'est l'implant cassé. Je suis arrivé à me mettre à peu près au niveau de la 23. Sinon, ça me faisait une portée gigantesque. On a repris une empreinte conventionnelle, pas d'empreinte optique là-dessus, et on a utilisé ce nouveau matériau qui s'appelle le Zantex. En fait, ce matériau, c'est l'équivalent du chrome cobalt chirurgical, c'est l'équivalent du titane. Il a même des propriétés supérieures au titane
en termes de solidité et aussi pour encaisser les chocs. Vous voyez qu'il y a des T-bases qui sont collés à l'intérieur et voilà le travail en place. Voilà l'implant oblique ici qui tombe pile poil ici à la sortie de la plaque qui a été complètement explosée. Pas question de sortir ça. C'est une patiente qui a plus de 80 ans. Hein. Il n'y a pas de douleur. Il ne faut pas s'amuser à aller récupérer les trophées. Hein. Là, j'ai vu un cas où on s'est ingénié à retirer du matériel. On a fait un désastre alors qu'il suffisait de laisser le matériel coupé, mettre un dentier et ça allait impeccable. Les gens qui se sont disons, acharnés à retirer le trophée, ben maintenant on a des communications bucco-sinusiennes, il va falloir faire une boule de Bichat. Enfin, on a fait sombrer le patient dans un cauchemar. On n'a pas respecté le serment d'Hippocrate que je vous ai montré au début. D'abord, ne pas nuire. Et si on ne sait pas faire, on pose des questions, on se rapproche de gens qui savent. Donc voilà, maintenant ça a été réparé en 2021, on est en 2025, et depuis 4 ans, il n'y a plus le moins de problème. Elle est venue me voir au contrôle, c'est parfait. Ça, c'est quelque chose d'assez dramatique parce qu'il s'agit d'une jeune personne de 28 ans, ingénésie totale maxillaire, totale, et à la mandibule subtotale, c'est-à-dire il lui reste encore des dents de lait, mais elle a aussi des dents définitives. C'est familial. Hein. Voilà, la voilà. Alors, un collègue à Paris, parce qu'elle est avocate à Paris et à Bruxelles, c'est une personne très brillante, cette jeune de 28 ans, on lui avait fait un Holland Fort, et le voilà qui est devenu ce Holland Fort en un All-on-One. Alors, la durée du Holland Fort, ça a été à peu près 2 ans et demi. Il faut dire qu'elle a toutes ses dents en bas. Vous voyez qu'en bas, elle a encore des molaires de lait. Bon, le bas, vous allez voir, elle va être complètement réhabilitée. C'est Célie Gréco qui a fait toute la réhabilitation, qui a été ma partenaire pendant 7 ans. Et maintenant, elle a créé sa propre structure. Et c'est les meilleures personnes que j'ai vues en tant que jeune praticienne, d'une habileté extraordinaire. Elle a fait des cas de basal et elle a appris à travailler, bâtir comme les Romains, comme j'ai essayé de transmettre ça. Voilà. Donc, alors, cette patiente vient. J'ai mis presque une année pour me décider parce qu'il y avait la famille qui avait déjà payé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était compliqué. Donc, activation ostéogénique. Je ne savais pas si j'allais conserver celui-ci. Puis finalement, il est sorti comme rien. Donc, le voilà. Voilà, le bas est en train d'être reconstruit. Voilà ce qui reste. Elle a 28 ans. On ne peut pas faire un quadzygoma, c'est pas assez large. Un quadzygoma, vous savez que les zygomas, ils sont à peu près de 4 mm. Il vous faut 1 millimètre de chaque côté, il vous faut à peu près 6 mm. Sinon, ça va se casser, ça va s'arracher, ça ne va pas marcher. Donc voilà ce qui reste. Il ne reste pas grand-chose. Elle a un dentier. Elle est formidable parce qu'elle a accepté l'échec. Hein. Ce n'est pas des gens revendicatifs, même vis-à-vis du collègue. Moi, j'ai dit, bon, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas essayé de foutre la pagaille. Voilà donc le travail terminé. Donc, j'ai enlevé ici l'implant unitaire qui restait. Hein. Ici, je l'ai sorti. J'ai mis un simple disque. Là, j'ai mis un double. Au milieu, dans le canal nasopalatin, j'ai mis 11 mm. Et ici, j'ai mis un Fratex. Et là, j'ai mis un implant zygomatique, oui, zygomatique, oui, ptérygoïdien, excusez-moi, ptérygoïdien, voilà. Et le zygomatique, c'est ça, c'est la plaque zygomatique ici, la plaque zygomatique. De ce côté, ça n'a pas été la peine. J'ai réussi à passer avec de la basa. Donc voilà la répartition des forces. Vous voyez qu'on est mieux qu'avec les 4 qui avaient été placés, simplement 4. Donc là, on monte quand même à 7, hein, 3, on est à 8 implants, hein, 8 implants au total. On a des bases solides pour pouvoir construire quelque chose. Il faut savoir qu'elle a 28 ans. L'espoir de vie il est très important. Et donc, ça, c'est une connectique plane. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un multi-unit à 180 degrés. Hein, on a un multi-unit 180 degrés qui est beaucoup plus précis que le multi-unit à 60 que nous utilisons tous aussi, ça marche très bien. Et là, c'est mieux parce que ça permet de récupérer des angulations absolument compliquées. Voilà, voilà le travail final, bien entendu. Alors, on a fait des stats, nous, à la fac, ça c'est le professeur Audin qui nous a communiqué. On a placé 2086 implants, donc placés en implantation totale, on fait que de la totale, on ne fait pas de la partielle. Et donc, on a pratiquement eu que 5 implants retirés depuis que nous travaillons. Alors, est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'implants? Ben, ça dépend. Voilà un cas où finalement, on se dit, ben, alors, on va mettre des implants de tous les côtés. Voilà un cas où
le praticien qui a placé ce travail, qui a fini en médico-légal d'ailleurs, vous regardez en bas, eh bien, c'est un type qui sait travailler, tout est parallèle. Vous voyez, il en a perdu un au milieu très rapidement. En haut, il y avait des céramiques, il a fait un bridge cabane bambou en résine, donc ça force pas trop. Et au départ, voilà, il est parti de là, il a fait extraction implantation. Alors, comment on peut juger ce travail? On peut dire qu'il est techniquement correct, mais il y a une ignorance absolue du danger bactérien. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des infections chroniques comme ça, ben le corps, il se défend. Il fabrique une espèce de muraille. Hein, ça s'appelle une ostéite condensante. Et cette muraille, en fait, elle empêche, d'os très très dense, elle empêche les antibiotiques de venir nettoyer la région. Donc, dans un cas comme ça, il aurait fallu enlever tout, laisser en jachère pendant 3, 4, 6 mois, et puis après implanter. Là, il a fait extraction implantation, il s'est dit, bon, on y va, et voilà le résultat. Donc, on s'est retrouvé devant cette situation terrible, perte de tout le matos, et voilà au final ce que ça a donné. Donc, entre cette image et cette image-là, il y a une année, la patiente ne veut plus entendre parler, le patient, pardon, ne veut plus entendre parler d'implant, il a un dentier, ça s'est réglé sur le plan médico-légal, et voilà le résultat, alors que 8 implants étaient techniquement bien placés, même avec un guide, même avec tout ce que vous voulez. Là, c'est l'épouse d'un collègue qui est maxillofacial qui m'a adressé son épouse, donc pour que je m'occupe du bas, parce que tout ce qui avait été possible, c'est quelqu'un qui a des problèmes dentaires depuis toujours, hein, a été fait. Elle a fracturé le bridge ici du haut en plein milieu. Et donc, c'est le même cas clinique qu'avant, c'est-à-dire des infections chroniques de tous les côtés. Hein, on va regarder. Ça, c'est l'erreur du débutant. Même si vous nettoyez, vous voyez cette condensation ici, ça c'est terrible. C'est l'ostite condensante. Entre ici la spongiosa et là, les échanges n'existent plus, ils ne peuvent plus se parler. Ça ne passe pas. L'antibiothérapie ne va pas passer. Donc on va nettoyer, cureter, faire saigner bien propre. Est-ce qu'on met du biomatériau? C'est à discuter, parce que souvent le caillot, ça suffit, on met des PRF et terminé. Si on remplit de biomatériaux et qu'on n'a pas bien nettoyé, ce biomatériau peut s'infecter. C'est toute une réflexion. Donc voilà comment c'est. On ne doit pas, dans ces cas-là, faire extraction-implantation, même si ça paraît facile. Donc j'ai attendu, moi, à peu près 3, 4 mois, hein, parce que de par sa profession, en plus, elle est restée avec son dentier, elle mettait de la colle et puis c'est tout. Hein. Et pendant ce temps, ça guérit. Et puis voilà ce que j'ai fait. Donc là, on se trouve au mois de juin dans l'année dernière. Et je vais, le haut, actuellement, on a fait un dentier du haut, pareil, même travail. Et en septembre, on va faire le haut en mise en charge immédiate. C'est-à-dire le bas, par exemple, je l'ai opéré un lundi. Vous voyez que j'ai équipé puissamment parce que c'est quelqu'un qui mastique, qui a l'habitude de mastiquer jusqu'aux dents de sagesse. Si vous faites une mastication réduite, ok, ça marche. Je vous montrerai qu'on n'a pas peur de le faire, mais pas chez quelqu'un qui est jeune, dynamique. Hein, et il faut faire attention à ça. Nous, dans le diplôme d'implantologie guidée que nous dirigeons avec le professeur Audin, puis toute l'équipe, Renaud Petitbois, Laurent Serre, Payam, et aussi toute l'équipe de notre ami Sébastien Meloul et Audin, voilà, toute cette équipe-là, voilà tous les jeunes, les étudiants qui viennent à ce DU de Basel. Hein, vous reconnaissez aussi Jacques Vermelaine, enfin, Meloul, toute l'équipe qui est là, Payam, et aussi notre ami Desmez avec sa fille. Enfin, on a toute une équipe formidable. Et on a appris à leur faire de la guidée. Mais est-ce qu'on peut faire de la guidée tout le temps? Alors, ça dépend. Si c'est de la guidée tubulaire, certainement pas. Si c'est de la guidée navigation, il y a des possibilités. Navigation, mais dans des cas comme celui-ci, on pourrait utiliser la navigation, hein, la navigation dynamique, ce qu'on appelle la navigation dynamique, mais certainement pas les tubes. Ça marche absolument pas. Alors là, vous pouvez toujours vous amuser à faire de l'aérogé. Le taux d'échec dans ces cas-là, il est pratiquement de 100% aérogé, alors que si on utilise la technique d'ostéotomie latérale plus l'aérogé péropératoire, on est à ce jour à 100%. On n'a jamais perdu un cas de ce type. Jamais. On a perdu des cas
quand c'était tout plat. Je vous montrerai le deuxième scénario. Mais dans ces cas-là, on a perdu zéro. Ça, c'est un jeune que j'ai opéré en direct. Il a fait les premières pages de Nice Matin il y a à peu près 12 ans. Hein, et c'est un jeune Tunisien, on soigne bien la maman et tout ça. Et ce jeune qui est aussi handicapé, il avait une agénésie totale maxillo-mandibulaire. Il avait deux petits appareils que le professeur Jasmin lui avait fait très gentiment et il les tenait avec sa langue. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas apprendre à parler parce que de tout petit, il avait honte. Il avait fait deux petits dentiers pour enfants et il tenait avec le dos de sa langue, donc il n'a pas pu se développer et il était aussi handicapé au départ. Donc, vous voyez, là, il y a la barre transpalatine. Au bout de 2 ans, eh bien, j'ai retiré la barre transpalatine et le voilà. Ça, c'est une radio il y a 36 ans maintenant, 37 même, parce qu'on est en 2025. Ça, c'est une radio que j'ai prise en décembre 2024, donc 12 ans après. On n'a absolument rien perdu. On n'a pas l'ombre d'une périimplantite, rien du tout. Surface lisse. Et vous voyez qu'en haut, eh bien, on a pu faire de l'axial de partout. On s'en est pas gêné. Mais on a mis une barre transpalatine parce que on savait, vous voyez, qu'il va mastiquer jusqu'au bout. C'est un enfant handicapé, il fait ce qu'il veut en fait. Dès qu'il a senti qu'il pouvait manger, il est sorti du dentier, il a commencé à manger comme il a voulu. Sa maman me disait, je ne peux pas le retenir. J'ai dit, laissez-le faire. On a construit de manière extrêmement puissante et ça risque rien. Un petit clin d'œil là, toute la semaine dernière, je l'ai passé à Clermont-Ferrand. Je peux vous dire que la fac de Clermont, c'est une des plus belles que je connaisse, avec une équipe de gens motivés hein, autour de Christophe Deschaumes. C'est merveilleux. Et cette image-là, c'est l'image emblématique de Clermont. Je sais que vous la trouverez sur Internet. Voilà. Donc, nous, on travaille ici. Ça, c'était 2 semaines avant. Donc, ça, c'est la semaine dernière, je vous l'ai montré au DU de Basal de Clermont. Et la semaine dernière, et de plus en plus, les DU s'ouvrent pour utiliser les techniques. Voilà, ça, c'est notre équipe. Hein. Je suis au milieu de mes élèves au laboratoire d'ANAT, grâce au professeur Patrick Baquet, qui était le doyen de la fac de médecine, qui a créé ce laboratoire d'ANAT magnifique avec des cadavres frais où on peut s'exercer. C'est très important l'entraînement. Voilà, ça c'est l'entraînement, c'est essentiel, l'entraînement au geste. Hein. Vous allez être aidé maintenant avec les moyens d'intelligence artificielle, tout ça, vous verrez qu'on l'utilise. Alors ça, c'est la patiente qu'on a euh, opérée, non pas vendredi dernier, mais c'est le vendredi d'avant. Hein, je l'ai vue ce matin, elle est venue me voir ce matin au contrôle. Alors on s'aperçoit de quoi? C'est pour ça que c'est important. Vous voyez ici la TM, elle est complètement écrasée, ici, le condyle. Hein, et vous voyez ici la cavité glédoïne, et de ce côté, elle est normale, côté gauche. Donc, c'est quelqu'un qui a mal aux ATM, qui a un dentier depuis des années, qui a un problème qu'on n'avait pas vu au départ. Vous voyez, ça, c'est un problème terrible. 738, il faut l'enlever. Elle est à la cause probablement de cette destruction ou pseudo-destruction de l'ATM. Donc, il fallait l'enlever. Et avec le professeur Audin, c'est lui qui a fait l'opération, et je dois lui rendre hommage parce que vraiment, on dit que les chirurgiens, lui, c'est un vrai chirurgien maxillo, c'est pas un stomato, je veux dénigrer personne, mais qui vient que de la chirurgie, il ne savait même pas le numéro des dents, et qui a intégré les gestes de la basale. Moi, je suis absolument admiratif, et donc je lui dis, il faut enlever ça. Effectivement, on l'a enlevé en dernier pour éviter ce problème. Voilà comment cette personne qui travaille à l'hôpital d'ailleurs, voilà dans quel état elle est depuis des années, la pauvre, c'est terrible, plus des douleurs. Elle a un sténite en bas, on le lui a fait enlever parce que c'est gros crochets qui vont tout démolir. Donc il faut anticiper en fait. Hein. Voilà, ça c'était comment elle s'est trouvée. D'abord, bon, son parcours, hein, vous voyez d'abord un appareil amovible en haut, comme d'habitude, une parodontite évolutive rapide de l'adulte. Vous voyez, quand elle était jeune, elle avait ses belles papilles et tout, comment elle était, ce changement, hein, changement. Et voilà, nous qui l'avons opéré, ça c'est le laboratoire Louba qui a fait ce travail magnifique. Et finalement, donc, la dent de sagesse a été extraite. Il faut voir, c'est très important de faire cette constatation, car si vous la laissez ici dépasser, elle va finir par tout casser. Vous allez avoir des vis cassées, vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut anticiper. Ici, j'ai retouché un peu l'occlusion. Ce matin, elle est venue en fin de matinée, j'ai retouché un petit peu ici, elle me dit ça tape ici. Voilà. Et en bas, on lui a fait une petite prothèse partielle hein, et qui lui va très bien. Maintenant, on a enlevé le système avec les crochets.
Voilà une autre patiente aussi, c'est un roll-on fort qui est devenu un roll-on tout en peu de temps. Et pareil à la mandibule, pareil à la mandibule. Donc, la situation, eh bien, le haut, en fait, avec son dentier et ses deux implants qui sont encore là, eh bien, elle s'en accommode. Le problème, c'est la mandibule. Et je lui ai dit, écoutez-moi, si je vous fais la mandibule, je vais vous dire, pour l'instant, je crois que vous restez avec un dentier en haut. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème pour moi. J'avais du fixe, ça a duré quelques années, je crois 3, 4 ans. Et après, j'ai perdu un implant, puis deux, puis voilà, voilà où on en est. Et donc, voilà, il faut dire, il y a des raisons. Hein, ce n'est pas un cas facile, ça. Hein. Ce n'est pas un cas facile. À la mandibule aussi. Hein. Donc là, si vous allez greffer ici, c'est compliqué. Donc, mettez l'implant dans l'os natif. Alors, je vais vous faire voir la technique. Hein. Voilà, voilà comment c'est la crête. Eh bien, on est capable aujourd'hui, et je suis content parce que j'ai regardé les élèves, c'est Christophe Deschaumes qui a tenu le troupeau là, des nouveaux pendant 2 années. J'ai vu des cas remarquables et celui qui a été major de la promo, qui est un médecin, chirurgien maxillofacial, a fait des cas absolument magnifiques, complet, total, au maxillaire, avec des difficultés comme ça, mise en charge immédiate, et il a réussi à faire même avec des scans Bodine une empreinte optique, ce que nous sommes encore incapables de faire pour les empreintes totales. Actuellement, on fait encore de la physique. Mais lui a réussi, il a montré le cas, c'est absolument, il a fini major d'ailleurs sur ces 2 ans. Vous voyez ici le nerf alvéolaire inférieur, il sera à cet endroit. On a moins de 3 mm, donc on ne peut pas mettre d'axial. Si on veut, il va falloir de la ROG. Il faut faire très attention ici de ne pas mettre un biomatériau du BIOS qui va irriter. Donc voilà. Alors, il faut se guider en fait en dynamique. Donc on met un premier implant, on remet ici une vis prothétique et on va rester parallèle. Il faut faire des ostéotomies euh, en, en quinconce, surtout pas découper tout le long, sinon tout le bloc va partir. Hein, ça, c'est des techniques qu'on apprend à nos élèves, bien entendu. Après, eh bien, on met un biomatériau, je crois que c'est de l'ivory qu'on avait mis à l'époque, et là-dessus, une membrane, c'est de la membrane Surgicel, voilà, ou des PRF, ça marche, c'est formidable aussi. Finalement, on a réussi à mettre 6 implants avec des appuis postérieurs. Pourquoi? Parce que si on ne met pas d'appui postérieur, eh bien, le dentier va gicler à tous les coups. Hein, j'ai eu un mail de Rignon-Bré, qui est professeur de prothèse totale à Paris, qui m'a dit, ben, c'est formidable, vous avez des appuis postérieurs. Mon dentier qui foutait le camp tout le temps, il comptait mettre de l'O14 devant et tout. Il me dit maintenant, ça tient bien. Voilà. Donc, on va au fond. Vous voyez que si vous faites des extensions, de là, par exemple, pour l'enfant, vous allez vous arrêter à peu près ici. Il faut 12 mm maximum, sinon il va y avoir des soucis. Mais là, on arrive jusqu'au bout et on a un bon calage postérieur, on va le voir. On a un calage postérieur magnifique, hein, ici, vous voyez. Et vous voyez que le dentier va encore loin. Hein. Et ça évite. D'ailleurs, elle m'a dit, voilà, maintenant ça tient, je suis contente comme tout, etc. Et vous voyez ce qu'on a fait. Donc, on a fait un ancrage ici dans l'os natif. Donc, on a ouvert aussi les cellules endo-osseuses qui sont là, qui viennent de l'endos. Et là, on a mis donc le biomatériau que je vous ai indiqué, qui est ivory, plus une membrane, plus le périos. Ça, c'est quand vous avez des crêtes très hautes et très fines. Et je vous ai dit, dans ces cas-là, nous, on est à 0,0 depuis qu'on fait ça. Le praticien qui en a fait le plus que moi, c'est Michel Ferrari, qui est chirurgien maxillofacial à Vérone, qui avait un recrutement plus supérieur au mien, puisqu'il avait 40 dentistes qui correspondants, il avait beaucoup. Puis dans la région, il y avait une explosion de ce morphotype. Par contre, dans cette situation-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce sont les cas de mâchoire plate complètement, où des fois, il faut dériver le nerf. Et là, effectivement, si on fait un roll-on fort avec des implants angulés, vous verrez qu'on s'en sort très bien. Il faut savoir que dans un cas comme ça, vous voyez, le nerf alvéolaire inférieur, il passe ici. Ici, quand vous mettez votre plaque, il faut cutter ici, obligatoirement cutter cette zone. Hein, et mettre un juxta ici, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas comment l'enfiler. Il y a une contre-dépouille. Il ne va pas pouvoir passer. Donc, la plaque est indiquée. Si on veut faire, quand vous faites analyse 3D, vous voyez très bien si vous pouvez faire un juxta. Par exemple, maintenant, vous avez Pantera, puis vous avez plusieurs firmes. Il y a 4 firmes maintenant qui se sont lancées là-dedans. Et vous verrez que vous pouvez les utiliser, mais il y a des limitations et c'est à vous de les trouver. Voilà les plaques que moi j'ai imaginées. Il y en a d'autres. Hein. J'ai mis ça au point. C'est un brevet mondial en 2000. En 2000. Il n'y avait même pas les œilletons. Je les ai mis au point pour récupérer une fracture spontanée de la mâchoire. On ne savait pas comment faire. On a dit, tiens, on va essayer de ça. Et ça a marché, elle a reconsolidé sur la fracture. Il faut faire des cuts. Vous voyez, on met des cuts.
il faut rentrer, il ne faut pas la poser, hein, c'est pas bon, il faut la rendre endo-osseuse. Il faut la rendre endo-osseuse, car le problème des juxtas, c'est justement on le pose et il y a des expositions. Je vous montrerai mon expérience des juxtas et je vous dirai pourquoi on l'a abandonné et pourquoi c'est bon que ça revienne. Il y aura des progrès. Vous voyez ici, il y a 5 vis d'ostéosynthèse, diamètre ici 9 mm, 43 mm, 43 mm de surface au total. Hein. Vous voyez comment on doit faire. Voilà, on cut. Hein, on fait ici une tranchée. Alors, elle peut être ou vestibulaire, ça dépend comment la mâchoire s'est résorbée, ou linguale. Et là-dedans, on va encastrer ici notre plaque. Voilà, voilà. À un endroit, on voit que le nerf alvéolaire inférieur, il va apparaître. On passe au-dessus, on va la pousser et on va l'encastrer. Et après, eh bien, on fait ici, on va couvrir avec un biomatériau. Moi, pour m'amuser, j'ai mis du couscous, ça n'a rien à voir avec le biomatériau. Et dessus, on met une membrane. Donc, il faut la rendre endo-osseuse. Et comme vous avez fait une cut sur les côtés, vous avez en fait un apport de cellules, tout ça c'est résorbable, bien sûr, de cellules ostéogéniques qui viennent à la fois de l'endoste et à la fois du périoste, qui est la source principale. Donc, voilà ici un cas que j'ai fait, c'est un des premiers, vous voyez, il n'y a même pas les œilletons. Cette personne qui est une tropézienne, je lui ai fait ça il y a 25 ans, en 2000. C'est un de mes premiers cas. Vous voyez, ça, c'est des implants structures qui ne sont même plus sur le marché. Surface lisse, on n'a absolument rien perdu. Et comment c'était? C'était absolument abominable. C'est les mêmes que ça, sauf qu'il n'y avait pas les œilletons. Je me suis contenté de l'encastrer. Et après, ça, c'est un autre où je peux mettre des vis à côté. Et là, c'est recouvert ici avec du périoglace et une membrane. Ce qui est intéressant, c'est de voir le résultat. Hein, quand on regarde à 20 ans, 25 ans, voilà le nerf alvéolaire inférieur, il est là, on est au-dessus. Et l'avantage aussi de cet appui cortical, dans ces cas difficiles, avec appui distal, c'est-à-dire la patiente, elle peut mastiquer jusqu'au fond, c'est que vous êtes sur l'os basal. Vous n'êtes pas dans la spongiosale. La spongiosale, elle est très sensible, en fait, aux variations de tout ce qui est hormonal. Et en particulier chez la femme, à partir de 50-55 ans, on peut avoir ce problème de lâchage. Ce n'est pas une périimplantite, hein. Simplement, comme il y a des fractures spontanées de la colonne vertébrale, que ces implants, surtout dans les zones distales, qui sont bien pendant des années et des années, mais tout d'un coup, pof, ça bouge, docteur, eh ben, c'est fini, on a un lâchage. Tandis que de cortical à cortical, ça ne bouge pas. Hein, vous voyez d'ailleurs la différence, hein, la densité osseuse sous la fonction, et ici, toute la spongiosale. Donc ça, c'est très important. Voilà un cas emblématique. Bon, c'est quelqu'un qui est aussi handicapé, qui est né avec d'énormes difficultés et qui finalement arrive à une certaine autonomie. Il est sous tutelle et donc il avait un stélite du haut et du bas avec une situation complexe. On va le voir. Voilà la situation. Quand vous voyez ça, vous dites ah ben, je vais faire un Hollande fort, je vais faire un Hollande 6. Ok, d'accord, pourquoi pas. C'est pourquoi, depuis des années, heureusement, nous avons maintenant la 3D. Hein. C'est quelque chose qui nous a complètement bouleversé. Tous les dentistes ont ça pratiquement. Et voilà la réalité. Alors, faites très attention à ça. Parce que ça, c'est quelque chose, je l'ai appris à mes dépens, bien entendu. Ici, si on enlève tout ça, c'est à peu près de là à là, on est à peu près à 16 mm. Si on enlève tout ça, on a en fait les 3-4 mm qui nous permettent de mettre un implant axial. Mais quand vous coupez cette protection, ça, vous allez faire communiquer les muscles de la langue avec les muscles de la houppe du menton. Et nous avons une patiente qui avait été opérée par un dentiste Bastiac, qui travaillait très très bien, maintenant à la retraite, qui avait mis 5 implants Branmark enfouis à la technique Branmark, c'est-à-dire attendant 6 mois sous le périoste, réouverture. Et donc, il avait fait ce qu'on appelle une réduction technique, peut-être pas aussi importante que celle-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a mis les implants, ils étaient absolument postéro-intégrés, patient de 74 ans, 4 implants ou 5, là, c'est pas de la mise en charge immédiate, parce qu'attention, Brandmark, il vous montre plein de cas où il n'y a que 4 ou 5 implants. Sauf que il a attendu 6 mois, lui. Quand vous mettez tout en charge, eh bien, vous avez intérêt à bétonner de partout, hein, parce que le patient, il fait ce qu'il veut.
Donc, dans ce cas, il avait attendu les 6 mois. Il a mis les piliers transgingivaux, donc on fait une ouverture du périos. La recherche de l'implant fouille sous le périos et la mise en place du pilier transgingival, c'est plus compliqué que l'implantologie elle-même, parce que des fois, il y a de l'os, il faut l'enlever. Il a fait tout ça bien. Quand il a mis ce travail, il a pris les empreintes classiques, on a mis le dentier, et au bout de quelques temps, la patiente est venue et dit, enlevez-moi tout ça, je souffre trop. Et pourquoi? Eh bien oui, mais ça tient, vous avez pas mal. Enlevez-moi tout ça. Mais madame, vous avez une mâchoire étroite, j'ai mis des implants de 7 à des endroits ou de 10. Si j'enlève ça, vous allez perdre tout le menton. Elle est venue me voir, cette dame, pour voir ce qu'on pouvait faire. J'ai dit, madame, on ne peut rien faire. J'ai dit, tout ce qu'on peut faire, c'est réenfouir tout, refermer, vous mettre un dentier que vous mettrez uniquement pour sortir. Vous ne pourrez pas manger là-dessus. Alors, elle a été voir plein de gens. Personne n'a voulu enlever ça parce qu'elle perdait le menton. Donc, tout ça pour des raisons de frottement. Méfiez-vous quelque chose, on est des dentistes, hein, quelque chose qui frotte à la langue, c'est une horreur. Hein. Et là, ça frottait en permanence toute la journée quand elle parlait, etc. Et donc, elle avait effectivement des implants fixes, mais qui lui rendaient une vie absolument impossible. Alors, vous regarderez en haut, à cette époque-là, c'était en 88, mes premiers implants tubéro-ptérygoïdiens, je les ai fait presque en même temps que Jean-François Tulane, en 91, 90, 91, dans ces années-là. Voilà. Là, je ne savais pas, j'ai mis un simple disque à un endroit et en position 18 et en 28, un double disque. C'est très technique. Je vous le dis, c'est très technique. Pour les implants sont à peu près parallèles et c'est en place depuis 36 ans. Alors, on va parler un petit peu maintenant de l'intrusion, si vous voulez, des nouvelles technologies, y compris la navigation. Moi, à l'époque, c'est une intervention que j'ai faite devant 300 personnes dans le forum de la fac de médecine. Hein, donc, tout le monde assistait à ça, avec le navigateur ORL, qui était beaucoup plus puissant que le navigateur, que le Navigant actuellement. Mais depuis, il y a eu des progrès. C'est en 2008. C'est en 2008. Donc, cette patiente de 64 ans, qui partait à la retraite, aussi, on travaille beaucoup avec les infirmières, hein, parce qu'elle en avait marre, elle avait un dentier haut et bas. Donc, vous voyez, tout ça, ça a été fait en guidage dynamique. Il n'y a pas de guidage tubulaire. Ce n'est pas pareil du tout que quand vous faites un guide à étage. Vous allez voir un guide à étage, donc c'est toujours en place. Elle est venue récemment faire un contrôle. Et puis, le 20 mai 2011, on a fait quelque chose qui n'a jamais été reproduit à ce jour. On a utilisé ce qu'on appelle des stackable guides et une technologie particulière pour faire du guidage axial. Tandis que l'autre, vous avez vu avec la navigation, j'ai pu faire mettre des plaques, mettre des disques. Là, ce n'est pas possible avec la technologie. Vous allez voir que ce cas que nous avons fait, qui n'a jamais été reproduit, si vous voulez, on finit avec un bridge full zircon vissé. Parfait. Parfait. La problématique, ça nous a pris 2 ans de boulot. C'est extrêmement chronophage. Je ne sais même pas si c'est reproductible, puisqu'on n'a même pas cherché à reproduire ça. Donc, on a fait une mise en charge instantanée, c'est-à-dire le bridge full zircon, il est terminé avant la chire. Et on va pouvoir le placer. Vous allez voir tout ce qu'il a fallu faire comme astuce. Patiente de 81 ans, c'est mon assistante qui continuait à bosser avec moi. Elle s'en est allée à 90 ans. Et je lui avais fait un bridge quand elle était jeune. Et un jour, ce bridge, naturellement, il a fait son temps, hein, il a duré plus de 30 ans, et je lui ai fait un dentier. J'avais fait des implants à la mâchoire inférieure. Voilà comment ça. Elle m'avait cassé un implant ici, je suis passé à travers, et elle vient dans cet état. Elle vient dans cet état avec ce bridge. Et je lui ai dit, Simone, il faut tout enlever, on va vous faire un dentier, on ne peut rien faire d'autre. Donc, voilà, on a fait les extractions, prothèse totale, et c'est Régis Lavitola qui a fait tout le travail à la mandibule. Vous allez voir le boulot que c'est. Tout le travail, je dirais, il y avait déjà ceci qui avait été fait en 1984, et les rajouts, ça a été fait en 90, et ça a été fait en 2000. Donc, dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrache tout? Eh bien, vous verrez que Régis a réussi un exploit extraordinaire. Donc, activation ostéogénique, et vous allez voir pourquoi. On a fait une astuce, c'est que, voilà, activation ostéogénique, 81 ans.
Vous allez voir le résultat de l'activation ostéogénique, on a gagné ça. Et voilà, ici, de ce côté, on le voit radiologiquement, de l'autre côté, on ne le voit pas. Et ce qui a été formidable, c'est qu'on a placé en même temps 2 implants topographiques. Ça a été une innovation, ça n'a jamais été reproduit, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, quand vous mettez un guide, vous êtes obligé de mettre des vis latérales, etc. Mais là, on va simplement se visser grâce au vissage à plat sur ces 2 implants topographiques parce qu'il y avait pratiquement 6 mois à 8 mois de boulot avant de pouvoir faire le haut. Donc, elle est restée pendant 6 à 8 mois avec son dentier et ses 2 implants. Ce qui nous a permis, quand on a fait ça quand même, il y avait 700 personnes dans la salle, c'était aux journées dentaires, dans la salle Athéna, en direct, de faire ce travail. Voilà donc, on part de ça. Regardez bien le boulot qui a été fait à la mandibule par Régis. Il a fait tout ce boulot. Vous voyez, on est parti de là. Et puis, de là, il a fait des élongations coronaires et vous allez voir le travail. Tout ça, ça a pris presque une année pour arriver à ça. Avant de se lancer à faire le bridge zircon du haut, si vous faites ce bridge zircon alors qu'en bas, c'est un désastre occlusal, ben ça ne peut pas marcher, ça. Même si vous utilisez le programme le plus sophistiqué en matière d'intelligence artificielle, c'est qu'il vous a manqué l'intelligence naturelle pour préparer les choses. Comme beaucoup le savent, moi j'étais prothésiste de laboratoire, j'ai commencé très jeune au labo de mon père, et qu'il fallait, l'occlusion, c'est majeur. Donc il faut refaire d'abord toute la partie contralatérale, hein, opposée, sinon ça ne va jamais marcher, surtout en zircone où on ne peut pas retoucher. Donc, on a fait tout ce travail, la planification, on l'a faite aussi. C'était pas rien du tout. Hein, c'est un cas compliqué. Vous voyez les 2 implants topographiques qui ont été mis en place et vous allez voir que le maxillaire, c'est pas terrible. Hein, que l'activation ostéogénique, il a fallu qu'on renforce, à 81 ans, il a fallu qu'on renforce tous les secteurs pour pouvoir faire de l'axial. On ne va pas passer des heures là-dessus. Donc, au final, comme on a les implants topographiques, eh bien, ça va être génial pour un bridge zircon parce qu'au lieu de prendre une occlusion avec du permlastique, on va se visser sur les 2 implants. Et on est sûr que quand elle va fermer avec le Luxabite, eh bien, l'appareil du haut, il ne va pas bouger d'1 ou 2 microns. Il ne peut pas bouger, il est vissé à plat. C'est pour ça qu'on a pu faire après, tranquillement, on va les monter sur articulateur, on ne va pas passer là-dessus, on pourrait passer une journée entière. Ça, c'est les 3 guides qui nous ont servi pour placer le matos. Donc, en premier guide, deuxième guide. Enfin, à la fin, on est passé à travers la zircone. Je ne vais pas vous refaire le congrès. Voilà, ça c'est pour montrer les épaisseurs, pour voir que tout va bien, parce qu'on a fabriqué l'implant du futur. Hein. C'est-à-dire que les implants qu'on a placés sont déjà tout prémontés. Ils n'existent pas dans le commerce. C'est nous qui les avons fait demander à l'industrie de nous les fabriquer. C'est-à-dire qu'à chaque endroit, on avait intégré la hauteur d'os, le diamètre, l'épaisseur de la gencive qu'on est en train de mesurer. Chaque pilier était différent. Et pour la partie prothétique, on avait gardé une hauteur identique de 4 mm. Et on a placé tout ça à travers la zircone. Donc on a réussi, vous voyez là on est en train de mesurer les épaisseurs gingivales, donc on a alors que le guide il est placé vissé, hein. Ça c'est le premier guide, là on est en train de faire des premiers perçages avec une fraise diamantée. Cette fraise diamantée en fait c'est l'emporte-pièce. C'est-à-dire que l'avantage de ça par rapport au cylindre creux, c'est que ça aplatit, ça enlève tout l'épithélium et ça aplatit l'os. Donc on arrive vraiment au bon endroit. Là, on est en train de visser le dernier bridge, on en a fait plusieurs, pour arriver au final au bridge zircon et on a placé ça de manière parfaite. Hein. Après, on s'est collé avec les bacs, c'est vissé, hein, avec bien sûr un polymère photopolymérisable. Voilà, dernier cas. Un seul forêt par implant, un seul forêt. Voilà, un seul forêt et on place l'implant. Je crois qu'on va avoir un implant placé. Il tombe pile poil et après, on a solidarisé le tout. Voilà, là, on va mettre l'implant du futur. Il est tout monté. Partie endo-osseuse, partie transgingivale. Tout a été calculé avant. Et naturellement, on a des informations extraordinaires avec la 3D et on n'a pas besoin de tenir le guide. Il est vissé sur les implants topographiques. On n'a pas besoin de tenir, de mettre des vis latérales. Ce n'est pas la peine.
Voilà, donc on a fait le bridge en zircone. Voilà, c'est à travers de ce bridge on a placé les implants à partir de la gazette de zirconzane. Voilà, donc elle s'en est allée à 90 ans. Pendant 9 ans, elle a été heureuse. Vous voyez que ça, c'est des implants que j'ai placés en 1984, qui ont cassé ici, qui a cassé à cet endroit. Récupération, le travail qu'a fait euh, Régis Lavitola, remarquable. Et voilà le final. Donc, on a réussi à faire quelque chose de sérieux avec des piliers suffisants pour que ça dure pendant des années. Et donc, on a fait plusieurs cas. Les autres cas, on ne les a pas fait de cette manière-là. Je vous rappelle la vérité. Ça, c'est des cas où on a pris l'empreinte physique, on a mis les implants, mais on ne s'est pas amusé à faire ce que j'ai montré. Donc, pour vous rappeler un petit peu, eh bien, voilà des cas qui ont 31 ans, des cas qui ont 38 ans. La patiente était venue il y a en 84, j'avais fait le bas, c'était des implants à filetage externe. Et puis après, on a fait le haut. Donc, on peut dire que ça tient la route. Elle est en classe 3 en plus. Ça, c'est un collègue, on l'appelle Johnny, c'est un collègue dentiste qui habite Vaison-la-Romaine. C'est un de nos enseignants, c'est un Ryan Guyenne qui nous l'avait amené. Donc, Johnny qui avait eu 2 greffes crâniennes avec 8 implants, 2 greffes crâniennes, 8 implants. Et vous voyez le nombre de rebasages dentiste. Il s'est retrouvé. Là, il y a une communication bucco-sinusienne qui ne s'est jamais fermée, qu'on va fermer. Voilà ici, ça a été opéré par le docteur Lejuste. Il reste un peu de la greffe crânienne. Alors là, je vous en supplie, hein, pour ceux qui font de la basale, vous voyez ici le canal nasopalatin. Hein, mon ami Alain Simon-Pierry dit on peut mettre quelque chose. Il y a des cas où c'est un peu plus difficile, on met un guide là-dedans. C'est une très bonne idée. Il ne faut pas dire aux patients ah, vous auriez dû faire de la basale de suite, on ne vous aurait pas pris l'os au crâne, etc. Ne mettez pas de l'huile sur le feu, ça ne sert à rien. Le patient est un confrère. Moi, je lui dis écoute, ta greffe, je connais le professeur Lejuste, il est de Liège, c'est un type très très bien. J'ai dit tes implants, ils ont quand même duré 8 ans. Tu bois, tu fumes comme un pompier, comme Johnny, tu prends aussi des substances qui t'aident à adoucir ta vie. Donc, ne critiquons personne. Il reste suffisamment d'implants et tu verras, grâce à ça, on pourra encore te rééquiper. Donc, on l'a rééquipé. La problématique, c'est qu'il y avait des implants ici, il les a aussi perdus, tous. Hein, c'était comme ça. C'est des implants à surface rugueuse. Donc, moi, j'ai d'abord équipé le bas. J'ai d'abord équipé le bas parce que Guillaume, qui n'a pas nos connaissances en, en occlusion, il a dit oh, on va pas en haut, il y a des belles tubérosités, on va mettre 2 tubérosités ici, on va faire ça, et des plaques. J'ai dit il n'y a aucun problème, mais d'abord je fais le bas. Donc j'ai fait le bas en mise en charge immédiate avec 2 disques et 2 axiaux, bon, secteur 3, et puis après on a fait le haut. Voilà. Donc j'ai mis des gros poteaux en axiaux et puis 2 disques, et ça c'est parfait. Et puis on a fait le haut, vous voyez, avec des plaques, et puis on a équipé de manière sérieuse. Hein. Voilà. On lui a fait ça, pas besoin de barre transpalatine, on lui a fait une armature en L, c'est très important, en cornière, pour pas qu'il y ait de déformation. Voilà le travail, Johnny est heureux. Hein. Alors, on a des cas pires que ça, bien sûr, on a des cas de cette difficulté-là qu'on opère pratiquement toutes les semaines. Donc, avec ici, au niveau zygomatique, hein, des plaques zygomatiques, et vous avez aussi le quadzygoma, on vous l'a montré. Voilà, ça c'est des cas, on va en regarder quelques-uns. Voilà, ça c'est des cas où on a fait le haut et le bas. Toujours, vous voyez que les gens ont envie d'aller mastiquer jusqu'ici. Hein, ça c'est un cas très difficile avec ça, c'est un cas aussi terrible qui vous montre aussi toute une vie. On va suivre ce patient de 1988 à 2025. C'est un patient qui présente une situation abominable. Et à l'époque, c'est mon bon maître, Pierre Doms, qui était professeur donc, à Scarbeck, à l'hôpital de Scarbeck, chirurgien maxillofacial, qui m'a dit, écoute, je t'envoie mon ami, regarde pas l'hygiène, il fume 2 paquets par jour, il ne va jamais s'arrêter, mets-lui 2 implants, secteur 3. Donc, j'ai obéi mon bon maître. Et il me dit aussi, si tu peux, tu lui mets des implants, il est en train de perdre des incisives. Donc, dans de la boue, j'ai mis des implants lisses. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Et ce qu'on constate, eh bien, je n'ai pas de périimplantite. C'est les cas les plus défavorables qui existent. J'en ai pas. Et vous allez voir que sur 25 ans, avec mes implants lisses, moi, je n'ai pas des taux de périimplantite. J'aurais déjà arrêté de bosser depuis longtemps. J'en ai pas de ça. Alors, on a beau écrire tout ce qu'on veut, prendre le laser, ouvrir, gratter, faire ce qu'on veut. Ce que je ne veux pas, moi, c'est être emmerdé.
Et le seul problème que j'ai eu sur ce deux implants, c'est qu'il me les a cassés au final. Ça s'est carié sur la dent naturelle. C'est ça le problème quand on se relie aux dents naturelles. Ça finit par se carier. Et voilà ici les implants que j'ai placés. J'en ai mis 3 ici dans la zone antérieure. Donc, voilà, ça continue. Vous voyez qu'il les a toujours. Il les a toujours. J'ai rajouté d'autres implants. Hein. Voilà. 88-2025, si je suis passé à travers, je n'ai pas un micron de périimplantite. Voilà. Et vous voyez qu'il faut équiper de manière puissante, hein, parce que ça s'est fait au fur et à mesure, hein, d'une vie, on peut dire. Hein. Ça, c'est aussi un autre cas très intéressant. 1984-2025, ça, c'est les premiers implants que j'ai imaginés. Ils étaient à filetage externe, très fin. Pourquoi on n'est pas resté avec ça? Eh bien, parce qu'on a eu des fractures. C'était trop fin. On voit au fur et à mesure qu'il faut évoluer. Là, ben, elle est revenue en 2017, je lui ai fait le bas. Elle avait un petit stélite en bas, qu'elle était très contente avec des attachements. Puis un jour, elle a perdu les dents. J'ai dit, elle est sur Gap, elle habite Gap. J'ai dit au dentiste, écoute, lui, fait un dentier, puis elle reste comme ça. Non, non, elle est venue, j'ai fait le bas. Vous voyez qu'on ne connaissait pas les ptérygoïdiens à l'époque, c'est fait opérer en 2024, en 1984, ça. Hein, 40 ans, 41 ans même. Voilà. Alors, les tubéroptérygoïdiens, on va en parler aussi. Pourquoi nous faisons des ancrages postérieurs hein, dans cette zone compliquée hein. On a appris, nous, j'ai vu que les élèves de Clermont, ils ont été bien, il y a eu un tutoring de folie, hein, ils ont bien appris à les placer. Vous voyez, moi, je l'ai fait en manuel, vous voyez que les deux côtés sont parallèles. Hein. C'est la téléradiographie de profil, on a un parallélisme sans guide, sans rien, mais si vous prenez les repères anatomiques comme on vous apprend, ben vous verrez que vous tombez toujours là où il faut. Ça, c'est un autre cas, puisque l'autre, il n'y avait plus de dents en bas, là, il y a aussi des dents à la fois en bas et en haut. Après, on a fait un bridge céramique au bout de 2 ans. Ça, c'était un bridge chrome cobalt résine. Voilà ici des cas qu'on a fait en zirconzane qui se sont très bien passés. Hein. Aussi, pareil, l'occlusion, très important, le nombre d'implants. Voilà. En haut, c'est que de l'axial. Vous voyez qu'on en a mis à une dizaine. Et puis en bas, ben, on a mis les plaques aussi. Ben, sinon, vous faites différemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est un cas terrible où on avait fait activation ostéogénique. Hein. C'est un cas avec une atrophie maxillaire abominable. Voilà, hein, quand on regarde ce cas, c'est un pilote, on l'a revu récemment. On l'a revu récemment, c'est un pilote d'hélico, je le montre souvent parce que ça, c'est un cas que vous ne pouvez pas. On pourrait faire un quadrzygoma. Il y avait une arcade zygomatique imposante, on pouvait faire ça. Et là, on a préféré faire différemment. Et avec l'activation ostéogénique, ce patient, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Et j'ai dit, écoute, à l'époque, j'étais extrêmement doctrinaire. J'ai dit, je ne vous opère pas, j'ai peur, ça ne va pas marcher. Il m'a dit, mais je ne peux plus parler. J'ai la tour de contrôle, j'ai mon dentier qui tombe, ça ne tient pas. J'ai dit, bon, je vais vous faire l'activation ostéogénique, mais je vous en supplie, arrêtez-vous de fumer. Et bon, vous voyez qu'il a fait de la boxe, il a la cloison nasale qui a été cassée. Quand on voit la difficulté du cas, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, moi, j'ai un de mes patients qui s'est arrêté de fumer et en fait, c'est une magnétiseuse. Il lui a arrêté, elle s'appelle Carole Baquet et elle travaille dans le Vieux-Nice. Allez la voir. J'ai dit, je ne vous garantis rien. Elle est honnête, elle fait qu'une séance. Où ça marche, où ça ne marche pas. Elle lui a fait une seule séance. Il m'a dit, docteur, c'est incroyable. J'ai plus envie de fumer. Je dis, j'y crois pas. Est-ce que c'est la motivation? Moi, j'étais très strict maintenant, même s'il fume, j'exagère moins, parce que j'ai eu une mauvaise aventure avec une patiente qui s'était patchée pour s'arrêter de fumer. Quelqu'un qui passait à la télé écrivait, elle a fait un coma au patch à la nicotine. Elle a failli mourir. Et donc, depuis, j'ai dit, j'arrête, je ne fais plus cette pression terrible, je ne vous touche pas si jamais vous ne acceptez pas. Donc, voilà. Ça, c'est ce que m'a fait Franck Allaire. Franck Allaire qui m'a fait grâce au début de l'intelligence artificielle. C'est lui qui a fait tout ce montage. Et vous verrez qu'au final, on a réussi à faire exactement ce qu'on avait programmé avant. Voilà. Le cas clinique, il est comme on l'a fait. Il est resté plus de 2 ans. Il a repris son métier de pilote d'hélico, etc. Et au final, ça c'est en 2009. Hein, mise en charge immédiate au EBA. Donc, on avait transféré ça sur modèle stéréolithographique. Bon, ça, c'est à l'époque, je ne vais pas revenir là-dessus.
Et 2 ans plus tard, on lui a fait ce travail en full zircon qui est absolument magnifique. C'est Fabio Levrato qui a fait ce travail exceptionnel. Ce que vous voyez, ce n'est pas le palais, hein. Ça, c'est de la zircone, hein. Les implants, ils sont là. Patient hyper heureux. Enfin, la vie a changé. Ce qui est beau, c'est de voir que notre ROG, père opératoire, eh bien, dans son cas, ça a été absolument génial. On avait fait l'activation, on avait fait tout ça, on a tout gagné. Ça, c'est un cas de Martin Schwepp, qui est un de mes élèves en Allemagne. C'est lui qui m'a fait connaître le zirconzane. Il m'a dit, Gérard, tu sais pas ce que c'est le zirconzane? Je lui ai dit, pas du tout. Et c'est grâce à lui, et donc il était venu me voir en 2008, et j'ai vu les premiers bridges en zircon. Ça me semblait impossible, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà les zirconzanes avec des T-bases. Alors vous voyez que là aussi, ça c'est une personne qui vient du Portugal, le pays de Paulo Malo, qui m'a été adressé par un de mes confrères ici qui exerce à Saint-Jean-Cap-Ferrat, je crois, ou à Menton, à Roquebrune-Cap-Martin, pardon, Cali, qui me l'a adressé. Donc j'ai fait le haut, vous voyez ici des plaques et j'ai pu mettre 2 petits rigots. Donc on a équipé de manière sérieuse. Là c'est pareil, pareil ici aussi. Voilà, ça c'est un banquier suisse aussi sur Monaco, je l'ai récupéré. Ça c'est une dame qui vient de Taïwan, que j'ai fait aussi avec des crêtes très très fines. Vous voyez, aussi. Alors on aurait pu mettre, il y a de l'os sur les côtés, mais pas au milieu. Mais si vous mettez rien, ça va fléchir, ça va casser. Voilà, donc j'ai mis le double disque. Vous voyez que là, on a 10 implants de chaque côté. Alors, on sait faire aussi du raccourci. Alors là, vous voyez, on est allé mettre des plaques. Mais là, par exemple, c'est des implants angulés. Il n'y a pas de souci. On en a mis 5. Bon, on pourrait en mettre 4. Bon, pourquoi on en met 5? Parce qu'à 4, si vous en perdez un, il ne reste plus qu'un. À 5, il nous en reste encore 2. Bon, et on peut réopérer par après. Voilà aussi des cas à mastication réduite. L'eau, ça a été fait par Laurent Serre. Et cette patiente, je lui ai fait ceci en bas, donc vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Ça, c'est une patiente qui avait eu 8 implants dans une greffe crânienne. Elle est venue cet après-midi me voir parce qu'on doit l'opérer d'un sinus et je dois lui faire avec un protège-dents en silicone pour pas qu'elle casse ce que je lui ai fait. Donc, voilà, là, il faut mettre un protège-dents parce que sous anesthésie générale, avec l'ouvre-bouche, ils peuvent tout casser, hein. Ils peuvent faire un leurre. Donc, elle est venue cet après-midi et on prend une empreinte du palais, on lui fait avec une boule en silicone, on arrive, on dit à l'anesthésiste et au chirurgien d'appuyer sur le palais et pas d'appuyer sur la plaine des dents. Bon, qui nous casse des facettes, on s'en fout, mais qui nous fracture tout, ils peuvent faire un leurre, ils peuvent tout casser. Alors, pourquoi on est obligé des fois de ne pas faire que du court, comme ici, vous voyez que là c'est du court, hein. On pourrait mettre 4, c'est pareil. Pourquoi? Eh bien, vous avez ces situations aussi, comme ça. Quand vous regardez ça, vous vous dites, bon, là c'est quelque chose de compliqué puisqu'on est en classe 3. On est en classe 3 et en réalité, quand on regarde, voilà comment on est. Maman, comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors déjà, quand je vais extraire ces dents, il y a une technique, hein. On fait tout au bistouri lame 11 et à la fraise 700 XXL. N'allez pas au piezo. Au piezo, vous allez trop bouffer d'os. En fait, il faut tournoyer comme au taille-crayon autour de la dent, comme quand on veut enlever un implant. On a fait une préparation ostéogénique avant, c'est-à-dire ils sont venus avant de faire ces extractions et de faire tout ça. On revoit le patient quelques jours avant, une semaine avant, pour donner des coups d'ostéotenseur pour que ça se ramoulisse et tout s'en va. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà la classe 3, on la voit bien, c'est une classe 3 volontaire, hein, classe 3 volontaire avec des appuis distaux. Donc, il faut voilà, ici, on voit le nerf alvéolaire inférieur, il est là. Donc, quand on va enlever, il va nous rester plus que ça. Et voilà, ici, on a mis des simples disques parce que c'est plat. La plaque ne va pas. La plaque, il faut que ce soit tout à fait plat. Là, c'est arrondi. C'est arrondi, donc on cut sur le côté et devant, eh bien, 2 doubles disques avec des vis d'ostéosynthèse de partout pour bloquer. Voilà la situation. Vous voyez qu'on a des appuis postérieurs pour bloquer vraiment la mandibule et qu'il n'y ait pas de désordre au niveau de la TM. C'est une mise en charge immédiate, bridge, chrome cobalt et des dents du commerce. Voilà la situation. Là, on comprend pourquoi il a fallu équiper de manière puissante et pas se contenter. D'ailleurs, ça ne passerait pas. Et on a fait une ROG aussi péropératoire. Voilà les résultats. Voilà les résultats. On est à 8 ans. Ça fait 8 années.
Ici, il y a eu le comblement, vous voyez qu'on est venu s'ancrer. Il ne faut jamais traverser complètement. Si vous traversez tout, non seulement il faut protéger, ici, il faut faire un lambeau complet, descendre jusqu'à la limite léoïdienne pour absolument rien abîmer. Si on dépasse un petit peu, on met des PRF. Si vous dépassez trop, vous prenez un disque asymétrique. Hein, ils sont plus étroits. Avant, on meulait, mais ça crée de la pollution. Donc, on a demandé aux industriels, à l'époque, c'était Antogir, ils ont accepté de faire des asymétriques. Et je vais terminer par mon cas le plus ancien. C'est Auguste Tesser, qui est mort à 103 ans en 2015. En 2015. Moi, je l'ai revu en 2014. Vous voyez, en haut, c'est 2014 ici. Il est venu me voir. Bon, ça, c'est le patient idéal. Hein. Je ne l'ai plus vu pendant presque 40 ans. Je lui avais fait une mise en charge immédiate maxillaire avec une technique que vous ne pouvez même pas imaginer parce qu'elle a été abandonnée complètement. Parce que là, je vous montre un résultat fabuleux. Mais on avait plus de 50% d'échecs et donc on a arrêté ce qu'on appelle les sous-périostés ou les juxtaosseux. C'est la même chose. Et ça, c'est un sous-périosté juxtaosseux que j'ai fait. Je rentrais des États-Unis. J'avais vu à l'équipe Stallart comment ils faisaient. Et donc, j'ai fait un juxtaosseux et la technique, elle est absolument incroyable. C'est une technique qu'on n'oserait pas faire aujourd'hui parce qu'elle demande une santé exceptionnelle de la part du patient. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il est venu me voir parce qu'il avait une petite douleur dans le secteur 4. J'avais donc fait de l'implantoporté, dento-implantoporté à la mandibule et au maxillaire. Il ne supportait pas le dentier. Il avait ce qu'on appelle un gag réflexe, c'est-à-dire envie de vomir tout le temps. Et son métier, c'est boulanger, c'est-à-dire il mange du pain tout le temps. Et devant le four est à 300, je ne sais pas combien, c'est abominable. Donc il vient, et voilà ce que je lui ai fait. Voilà. Alors, c'est un bridge céramique en haut. Il est fait avant même qu'on fasse le juxtaosseux. C'est-à-dire que sur la table d'opération, j'ai mon bridge terminé. Donc, je lui fais une anesthésie. Je ne sais même pas si j'ai fait une sédation, je ne pense pas. C'était quelqu'un qui se soignait qu'à l'homéopathie en plus. J'avais fait le bas avant et il avait son dentier. Bon, ça, c'est pour ça qu'il est venu me voir. Petite irritation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite anesthésie locale. Vous voyez, l'ostéite condensante qui s'est fabriquée. J'ai coupé, j'ai laissé le. Ça, c'est en place depuis 1974. C'est une lame. Vous ne connaissez pas ce type d'implant. Ça n'a jamais bougé. Mise en charge immédiate pour le bas. Mise en charge immédiate. Le temps de prendre l'empreinte et de faire le boulot. Tandis qu'en haut, c'est mise en charge instantanée. Ça veut dire quoi? J'ai pris l'empreinte, on a fait le dentier et tout. Et puis au laboratoire, j'ai ouvert tout le maxillaire et on descend tout le maxillaire comme on baisse un capot. Et on descend tout. Voilà. Voilà l'empreinte du maxillaire. Ça, c'est l'artère nasopalatine qu'on a coupée en la ligature avec du résorbate. Et voici tout le maxillaire. Ici, on voit même les trous palatins postérieurs, là et là. Donc, on prend une empreinte, bien sûr, on a fait une porte-empreinte individuelle, et mon prothésiste Paul Feusser, qui était un champion du stélite, hein, un Alsacien qui est venu s'installer, il était avec des meules qui étaient meilleurs ouvriers de France, et il est venu dans mon cabinet, j'avais un laboratoire de prothèses, et j'étais rue Hôtel des Poches, je n'étais pas ici dans ce grand cabinet. Et donc, sous local, tout ouvert, prendre l'empreinte au permlastique, et le prothésiste, il coule immédiatement ça c'est la coulée du maître modèle, et là-dessus, avec des cires préformées de stélite, il va me fabriquer le juxtaosseux que je vais vous montrer. Alors, c'est ce juxtaosseux qui est en bouche, mais il en fabriquait deux à l'époque. Pourquoi il en fabriquait deux? Parce qu'il fallait des énormes cylindres. Hein, c'est avec une fronde spéciale qu'on faisait cette coulée. C'est une coulée avec des tiges de coulée monstrueuses. Hein, parce qu'après, on va tout faire, découper, polir. Vous allez voir, c'est un boulot de fou. On commençait, moi, j'ai mis à peu près 1 heure et demie pour faire l'empreinte, hein, ouvrir et tout ça entre l'anesthésie. Et puis lui, tout de suite, il va couler, le maître modèle, et le permastique. Il attend pour 2 heures le temps que ça sèche, etc. Et puis il va fabriquer sa cire là-dessus. Et il fait la coulée. Voilà le stélite coulé. Ça, c'est la deuxième. En fait, on a eu du bol.
que les deux coulées ont marché. Une est partie en bouche et l'autre est restée ici. Celle en bouche, il y a un rail qui est fabriqué orocéramique et on va sceller ça. On a scellé ça à l'époque avec une résine spéciale qui nous permettait, on a mis une digue là dessous et on a sorti, on a tout suturé. Enfin, je ne vous donne pas les détails. Et ça a été placé en 1964. Et en 2014, il est venu me voir. Et il était comme ça. Aucun problème. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai opéré le matin. J'ai mis quelques points de suture. C'était des fils non résorbables. Il est revenu à 18h, 19h. La grille était terminée. Je l'ai placé. J'ai réouvert. Alors, l'anesthésie, elle dure presque toute la journée. Ça, c'est Pierre Doms qui m'a dit, tu peux mettre encore un peu d'anesthésie, mais tu verras, le mec, il a pas mal. J'ai tout placé. J'ai mis le bridge en occlusion, bien comme il faut. J'ai vérifié que tout était bon. J'ai pas scellé, j'ai suturé au résorbable, et j'ai mis les dents. Le boulanger, le soir même, pas question de glaçons ni rien du tout. Je lui ai dit, faites attention, je n'imaginais pas qu'il allait faire la fournée. Il a fait la fournée devant le four à 200 ou 300 degrés. C'est four de boulanger, hein, et je ne sais pas combien il met de dizaines de pain là-dedans. Et il est venu me voir le lendemain. J'ai dit, je ne ferai plus jamais ça à quelqu'un. Les yeux fermés, les lèvres gonflées. J'ai dit, mais comment ça va, monsieur Tessel? Ça va, ça va aller. J'ai dit, mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Je dis, je vous en supplie, vous mettez un peu de gras, de tulle, de gras sur votre visage, et vous mettez des glaçons, et faites-moi plaisir, prenez des antibiotiques. Ah, mais non, j'ai pris arnica, je me soigne qu'en homéopathie. Je me sens bien. Alors, comme c'est un hyperactif, alors en plus, attention, il est venu en vélo. Hein. Regarde, de Nice Nord jusque chez moi, ça fait à peu près 4 kilomètres. Eh bien, ça s'est très bien passé, puisque je l'ai revu. J'étais surpris de le revoir à cet âge-là. Je pensais qu'il était plus ce monde, parce qu'il n'est jamais venu à aucun contrôle. Une fois que tout était fini, c'était terminé, et il a mangé du pain immédiatement. On ne peut pas se fier à une exception. Alors, je vous fais voir parce que j'en ai fait d'autres qui n'ont pas aussi bien marché. Voilà, ça, c'est vous montre comment c'est fait. Donc, on avait sablé un petit peu à l'intérieur, on l'a fait lisse. Et j'en ai fait d'autres. Un juxtaossé du bas que j'ai dû retirer parce que celui-là a fini par s'operculiser. Il a duré quand même presque 10 ans et c'est fini par s'infecter. Je l'ai enlevé. J'ai fait aussi un partiel que vous voyez ici au maxillaire. Alors, vous voyez pourquoi on venait s'appuyer sur là, les sorties muqueuses palatines parce que la muqueuse vestibulaire est très fine et elle avait tendance à s'operculiser. C'est ça le problème. Et quand ça s'operculise, on disait toujours l'implantologie, ça ne peut pas marcher, ça fait communiquer le milieu extérieur avec le milieu intérieur. Il a fallu que Brandmark démontre le contraire. Mais avec les justas, on est toujours dans cette problématique. Donc, moi, je vois ce qui se fait. J'ai vu Laurine Biro, j'étais donc au congrès de Maxillo, c'est très intéressant, à Cannes, hein, avec tous mes collègues. J'ai vu les progrès actuellement. Donc, ça revient avec l'informatique. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une place aussi pour ce genre de choses. Voilà, ça, c'est celui que j'ai fait à la mandibule, qui avait duré presque une dizaine d'années. Et finalement, bon, on voit que les dents se sont usées et tout. Maintenant, on fait des trucs dévissables. Ça, c'était scellé. Hein. Ce que j'ai fait, moi, c'était scellé. Ça n'a plus bougé. Voilà, ça, finalement, ça finit par s'infecter, surtout à la mandibule sur les côtés. Un peu comme accident de dents de sagesse, ça enfle. Le patient, vous mettez sous antibiotiques, vous drainez une fois, deux fois, et à la fin, vous déposez parce que ça cause des problèmes. Voilà, j'en ai terminé avec vous. Si vous avez des questions, eh bien, c'est avec grand plaisir que je suis là pour vous répondre. Tu peux ouvrir la discussion? Si les gens il faudrait qu'ils ouvrent leur micro s'ils veulent parler. Alors, si vous voulez parler, il faut ouvrir mon micro. J'en ai entendu quelques-uns d'entre vous. Sam Abitbol, d'accord. Il n'y a pas de questions? Eh bien, on pourra aller se coucher. Gérard, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Magnifique. Comment vas-tu, Henri? Tu vas bien? Ça va, merci. J'attends de me réparer le bras.
Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, en faisant du sport, un peu violemment, bah, j'ai dû me faire opérer du bras pour remettre le tendon du biceps. Ça arrive. Alors, je vais te demander, sur certains cas, il y a un volet vestibulaire qui me paraît important et qui me paraît recouvrir en tout cas. Comment les patients font pour nettoyer sous ce volet vestibulaire? Ah, tu veux dire quand on fait des retours? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, avec la zircone, maintenant, on laisse carrément, on ne laisse pas d'endroit de se nettoyer. Pourquoi? On s'aperçoit, pour ces cas d'atrophie extrême, attention de ne pas tout mélanger, hein, parce que là, on fait un raccourci terrible. Il y a deux types d'implantologie. Si on est en basale, avec la zircone, on vient quasiment en contact. Je t'ai montré d'ailleurs les cas des Allemands, hein. Tu vas voir le cas de mon ami, si on peut retourner là-dessus, tu verras que le seul cas où il y a un volet vestibulaire et palatin énorme, c'est chez le pilote. Mais en général, on évite ça. En fait, si tu regardes bien, on va revenir sur ce que j'ai montré. C'est des cas d'atrophie extrême, hein. Alors, on va revenir un tout petit peu plus haut, avant. Voilà. Ben, si on regarde ici, tu vois, bien que ce soit des cas de basal, on n'a pas beaucoup de volets vestibulaires. Tu vois, il y en a très peu. Alors, avant, ce qu'on faisait, c'est-à-dire on faisait en fait ce qu'on faisait sur les dents naturelles, on faisait un profil en olive, tu vois, et puis on a enlevé tout ce qui était surplomb. Maintenant, avec la zircone, c'est même pas la peine. On vient en contact parce qu'on s'est aperçu que les hémidesmosomes épithéliaux de la gencive viennent se coller à la zircone. Et que chaque fois qu'on veut y aller, alors les brossettes, je suis à 100% pour tout ce qui est dents, tout ce qui est implant unitaire, etc. Mais dès qu'on est dans la gencive, qu'on n'a plus de gencive attachée, j'interdis les brossettes. J'interdis absolument, c'est mon pire ennemi. Les gens, ils vont d'abord passer la brossette au travers des dents naturelles, et après, ils vont venir me piquer la gencive et j'ai une infection. Donc, je leur dis attention, vous m'amenez des bactéries là. Donc, je ne veux pas, c'est pas comme ça que vous allez nettoyer. Donc, vous nettoyez avec le jet et vous prenez un coton-tige que vous trempez dans l'eau de Daquin pure et vous venez tamponner la région de façon à éliminer les bactéries. Ça, vous faites ça le matin et le soir, vous prenez de la bétadine dermique qui, elle, s'attaque aux mycoses et vous faites la même chose. Et après, vous mettez votre jet. Voilà comment vous fonctionnez. On a arrêté, nous, de faire des embrasures. C'est fini, ça. C'est terminé. Dans d'autres cas de figure, on continue à les faire, mais dans les cas d'atrophie maximum, on ne fait plus ça. Parce qu'on s'est aperçu en fait que les gens qui étaient sales, ils avaient moins d'emmerdes que ceux qui se nettoyaient toutes les 5 minutes. Dans ces cas-là, hein, attention. Hein. J'étais prof d'hygiène pendant des années, donc il ne faut pas tout mélanger. C'est un nouveau monde. En fait, dans ce type de situation, les bactéries, elles n'ont rien à bouffer. Elles vont ailleurs. Quand est-ce qu'elles ont à bouffer? Si on a mis des implants à surface rugueuse. Et là, on est mort. On est mort pourquoi? Parce que le titane attire le tartre, ça passe dans la partie rugueuse et là, on est foutu. C'est fini, il n'y a plus d'accès. Il faut enlever les implants, il faut aller faire ce que fait Kayat, démonter. Si vous avez fait du démontable, hein, si vous avez fait du scellé, vous êtes mort. Hein, et enlever, aller avec le laser, aller avec la fraise, enlever, en fait, et essayer de recombler un truc de fou furieux. Donc ça, moi, je l'ai éliminé de ma façon de travailler. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vois? Ben, je n'ai pas d'emmerde. Ok. Pas de souci. Voilà. Très bien, merci. Je t'en prie. Bien, pas d'autres questions. J'ai vu que Dirk était là, que d'autres sont. Vous étiez nombreux et ça me fait plaisir de vous rejoindre. Soyez prudents. Hein, j'ai un de mes confrères, de jeunes confrères correspondants à qui j'ai envoyé la paro, j'envoie la paro. Hein, il a voulu s'amuser à monter sur le toit. Il a 50 et quelques années. Il a hier monté sur le toit de sa maison pour je ne sais pas quoi faire, enlever une tuile. Il a glissé, coma, fracture de la colonne vertébrale, etc. Enfin, soyez prudents. Soyez prudents. Faites très attention. Hein, voilà. Il s'en sort. Bonsoir Il n'est pas mort. Gérard. Mon- Oui, dire le cosmonaute, comment tu vas? Je vais bien.
Je suis émerveillé d'être ici, de te voir après tant d'années. Je sais que tu as fait des cas de disques magnifiques. Tu en as un qui est parti en Australie, je crois, et qui est toujours là. Oui, qui est toujours là. Son dentiste, après 20 ans, il m'a demandé les spécifications parce qu'il devait refaire la couronne, parce que Oui. l'implant était toujours là. Alors, très content de te voir. Moi J'ai une aussi, je suis. question parce que euh, Dis-moi. après mon exploit avec le European Space Agency, je Pour ceux suis... qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, Dirk, c'est un génie. Il travaille avec l'aérospatiale. Il travaille pour la dentisterie dans l'espace, hein. Et donc, on a fait déjà des séances avec HoloLens, avec la triolographie. Et je suis vraiment émerveillé de ce que tu fais, Dirk. Hmm. Merci beaucoup, surtout pour que ça vienne de ta bouche, Gérard. Euh, bon, ce qui était arrivé après mon projet avec ESA, pour l'instant, je lidère une équipe pour NASA sur le microbiome oral. Alors, Oui. on est très conscient de l'importance du microbiome oral concernant la santé en général. Oui. Je suis désolé un peu de mon français, je suis flamand, Non, euh, je suis mais admiratif de ton français. Si je pouvais parler comme j'aurais aimé, comme mon ami Pierre Doms, parler les deux langues, le néerlandais et le français, il parlait aussi l'allemand et il parlait aussi notre bon maître que tu as connu, il parlait aussi l'anglais. Donc voilà, c'est une capacité que tu as. on fait de l'effort. Et l'espagnol aussi, tu parles. C'est un peu l'italien, l'anglais, l'allemand. Et ça va, ça va. Je suis belge, on vit dans un petit pays, mais Oui, les on gens a des petits beaucoup de pays, ils font voisins. des efforts linguistiques. Voilà, ils font des efforts linguistiques. Les autres, Ouais. non. C'est dommage. Bon, alors, ce qu'on se rend compte, c'est que l'importance du microbiome oral, euh, Oui, disons, la flore orale, surtout les mauvais microbes que sont les anaérobes oui, qui anaérobie, font des oui. dégâts, mais surtout aussi quand on voit le mécanisme biochimique, c'est l'importance de la vitamine D Oui, oui, pour, pour l'os parce que je place des implants aussi déjà depuis 30 ans. Grâce à toi, je m'y suis mis et je serai toujours, I will be always be grateful for that. Euh, et tu m'as appris beaucoup, mais dans certains cas, on voit qu'on a une perte, même si on a placé bien l'implant, on voit oui, oui, oui. qu'on a des complications. Et je crois que l'importance de l'activation des ostéoblastes est très important. Il y a euh, des autres confrères qui sont rendus compte de l'importance. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ton Alors, opinion? je vais te dire une chose. Les astronautes, vous avez une chance, hein. Je pense qu'on envoie des gens qui sont pas trop âgés. Il faut savoir que chez la femme, par exemple, tu as ce qu'on appelle la débâcle hormonale à partir de 53 ans. On a regardé 50 ans. Ça commence et d'un coup, la personne tombe, Comme ça, par j'oublie terre, pas. etc. Bon, Et donc, je il faut déjà les implémenter en vitamine D, ça c'est fondamental. L'activation ostéogénique, nous la faisons systématiquement pour tout ce qui est implantation maxillaire. Ça, c'est... Et à la mandibule, quand on a un os mal vascularisé,
Ça, c'est aussi très important. Parce que si tu dis je donne de la vitamine D, ok, tu donnes la vitamine D, mais il faut savoir que ce soit l'antibiotique, que ce soit la vitamine D qui est une hormone, que ce soit la vitamine C, que ce soit n'importe quoi, tout ça, ça ne va in situ que s'il y a vascularisation. La clé, c'est la vascularisation. Les gens qui sont bien irrigués vivent vieux et bien. C'est pour ça qu'on dit le tabac. Qu'est-ce qui fait le tabac? C'est un peu comme le diabète. Ça détruit la microvascularisation. Les gros vaisseaux, on les a toujours. Mais les petits vaisseaux qui apportent l'eau, la goutte, en fait, le sang, ça apporte l'oxygène aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, quand tu parles des anaérobies, c'est fondamental. Donc, envoyer des gens plutôt jeunes dans l'espace, je crois que c'est automatique, mais leur donner de la vitamine D et aussi, très important, les obliger à maintenir un taux d'exercice. Moi, tous les matins, je fais 3 km, je descends à pied, je ne prends jamais la bagnole. Sinon, je ne pourrais même pas vous parler ici. Je serais un infirme. Donc, il faut faire attention à la diététique aussi. Il y a toute une diététique qui doit exister pour que, au final, vous soyez bien irrigué. C'est fondamental. Donc, tabac, moi j'étais gros fumeur, hein. À l'époque on ne savait pas. J'ai réussi à m'arrêter, ça a été un miracle. Et ça, ça fait partie aussi des choses qu'il faut bien comprendre. La vitamine D, tout le reste, n'arrive que s'il y a la néoangiogénèse et la vascularisation. Donc, chez les patients qui ont été irradiés, chez les patients qui sont sous bisphosphonate intraveineux, c'est pas terrible. Il y a plein de choses. On pourrait faire un cours complet là-dessus, si tu veux, on pourrait en parler. Voilà. Et je suis Oui, d'accord avec toi 200%. ok. Parce que parfois, euh, euh, on est dans une situation très difficile parce que, d'une part, nos patients payent ce qu'ils doivent payer, Oui, mais d'autre part, on espère leur collaboration. Euh, une des personnes qui a parlé il y a quelques mois avec moi ensemble, c'était Miguel Stanley. Je ne sais oui, pas si tu le connais. Il est dentiste à Lisbonne. C'est le dentiste de Madonna, de oui, Ronaldo. Il est oui. à The White Clinic. C'est un phénomène. Et il a une vision. Et lui, carrément, il dit, bon, si tu fumes, tu n'entres pas dans ma clinique. Mais Oui. nous, comme... Je t'ai montré tout à l'heure un Belge, je ne sais pas si tu as vu, qui oui, fumait, qui buvait, je l'ai vu. hein, Oui, tu as compris, mais ça doit tenir aux Belges. Il a 92 ans, le bonhomme, hein. Il a fait ce oui. qu'il a voulu. Alors, moi, je Mais, suis content qu'on dise ça. Tu rentres pas dans ma clinique, tu fais pas. Moi, j'ai plein de fumeurs que j'opère. Je te dis oui. franchement. Et la raison, c'est que d'abord, quand je travaille avec ces gens-là, je travaille en bouclier chimique. C'est-à-dire qu'à côté de moi, j'ai toujours l'hypochlorite, l'adaquin, l'oxygéné, et au fur et à mesure, les instruments, on nettoie. Ça je faisais, ça c'est Doms qui m'a appris ça. Parce que Mhm. le professeur Doms, il a été aussi colonel parachutiste, hein, médecin colonel parachutiste. Il a été donc parachuté en Afrique, au Congo, quand il y a eu des petits problèmes, et il a opéré les gens carrément, comme ça dehors, hein, comme on le voit dans certains films. Et donc, il me dit, on n'a rien, on n'est pas, on a une protection pratiquement nulle, on n'est pas dans une salle, machin, mais je travaillais en bouclier chimique. Hein, c'est-à-dire que chaque fois, hop, daquin, bétadine, et ça, il ne faut pas oublier de faire ces gestes, et on arrive à ça. Ça, c'est en péropératoire chez des gens comme vous avez vu tout à l'heure. Et après, je dois dire que j'ai des fumeurs, hein, j'en ai un que j'ai opéré il n'y a pas longtemps, que j'aurais jamais opéré avant, mais maintenant, préparation. Alors, je ne leur dis pas de continuer d'augmenter le tabac, bien entendu, hein. Ils diminuent d'eux-mêmes, ils savent qu'il ne faut pas faire. Mais franchement, ça ne m'empêche pas d'opérer. Alors, c'est bien qu'on tienne ce discours, hein, parce qu'au moins on culpabilise le patient. Parfait. Ça, c'est bien. Mais dans la vraie vie, je m'aperçois que j'ai opéré pas mal de fumeurs. Et la dame là, qui a tout perdu, elle n'était pas fumeuse, hein, Ouais. celle que je t'ai montrée là. Le Holland Fort qui est devenu en Holland 2, je ne sais pas quoi. Elle n'était pas fumeuse, elle a tout perdu. La jeune Je crois que que tu as vue, c'est quand l'avocat. même important parce qu'on voit Non, mais sur... c'est vrai. C'est c'est- vrai. Ça coûte du pognon.
je suis d'accord, on peut venir te chercher des histoires, mais pour moi, c'est sûr que si tu les élimines, ils ne viennent pas chez toi, ça c'est sûr, c'est une sécurité de plus. Mais je peux te dire que pour avoir opéré beaucoup de fumeurs, et encore maintenant, ça tient, quoi. Ouais.